On m'a demandé si je respirais encore. La question était absurde. Les poumons de Primarchi ne fonctionnent pas comme les vôtres. Pourtant, je comprends pourquoi elle se pose. Quelque chose a survécu à ce que Perturabo m'a infligé. Quelque chose a traversé les décennies de captivité, les expériences des forges, les tentatives répétées d'extraction de ce que Mars appelle mes données génétiques fondatrices. Ce qui subsiste porte mon nom, porte mes souvenirs. Si cela constitue de la vie, alors oui, je suis vivant. Mais les définitions changent quand le Mechanicus vous observe à travers des lentilles qui ne distinguent pas l'âme de la donnée. J'ai vu mes propres plans de fortification recopiés sur des parchemins que je ne reconnaissais pas. J'ai entendu ma voix reproduite par des machines. L'impérium que j'ai bâti continue sans moi. La question n'est pas de savoir si je vis. Je sens encore le béton de l'Eternal Crusader sous mes paumes. La texture précise des plaques d'adamantium que j'avais moi-même spécifiées. Épaisseur 83 cm. Angle d'inclinaison calculé pour dévier les projectiles à plasma de classe lourde. Je connaissais chaque soudure, chaque rivet. Quand le plafond s'est effondré sur moi, j'ai reconnu la signature balistique des obus avant même d'avoir perdu conscience. Perturabo. Toujours Perturabo. Il ne frappe pas. Il résout des équations. Et l'équation ce jour-là exigeait ma disparition. Voilà ce que l'Imperium a retenu. Rogal Dorn est mort au cours du massacre de la Sword of Sacrilege. Son poing tranché, retrouvé dans les décombres. Sa légion transformée en ordre successeur par le chagrin collectif d'hommes incapables d'accepter l'absence. Les chroniques officielles portent ce récit comme une vérité gravée dans du granit cosmique. Elles ont tort, non par malveillance initiale, mais parce que certaines institutions préfèrent les martyrs aux prisonniers. Les martyrs n'ont pas besoin d'être nourris. Les martyrs ne parlent pas. Le transfert s'est produit avant que je reprenne conscience. C'est le seul fait dont je sois certain. Parce que les autres, les circonstances, les intermédiaires, les négociations préalables, appartiennent à une période que je ne peux reconstituer qu'à travers des fragments épars. Des voix mécaniques, l'odeur de l'huile de bénédiction, le froid caractéristique des chambres de préservation. Martienne, ce froid particulier qui n'est pas l'absence de chaleur, mais la présence calculée d'une température optimale pour les spécimens organiques de valeur. On m'a classé sous cette catégorie avant même de me demander mon nom. Spécimen organique de valeur primarchiale. Référence catalogue. Dorn Omicron Sept. Perturabo avait préparé l'échange depuis la bataille d'Istvan. Cela, je l'ai compris tardivement. Trop tardivement, avec l'humiliation qui accompagne toujours la reconnaissance rétrospective d'une manipulation. Son obsession pour mes méthodes de fortification n'était pas de la jalousie, c'était de la recherche. Chaque assaut contre mes positions constituait une collecte de données. Chaque siège qu'il brisait lui révélait un paramètre supplémentaire de mon architecture défensive. Quand il a finalement décidé de me capturer plutôt que de me tuer, il possédait déjà 87% de ce qu'il cherchait. Les 13% restants résidaient uniquement dans mon génome. Mars voulait ces 13% depuis la Grande Croisade. Je ne simplifie pas à dessein. La réalité est précisément aussi brutale que cette formulation. Le Mechanicus avait catalogué les Primarchi comme des architectures biologiques irréproductibles dès les premiers examens conduits sur Terra. Ils avaient prélevé des échantillons, rédigé des analyses, classé des projections théoriques sur l'exploitation des séquences primarchiales pour la production de chapitres Astarte optimisés. Tout cela dans des archives auxquelles même les chapelains de mes fils n'accèdent pas. L'accord avec Perturabo, et j'emploie ce mot sachant qu'il implique une réciprocité qui me révolte, proposait quelque chose que les Iron Warriors possédaient et que Mars désirait, un primarque vivant, intact, suffisamment stabilisé pour les procédures d'extraction prolongées. En échange, le Mechanicus offrait ce que Perturabo avait toujours voulu davantage que la victoire militaire. Reconnaissance, légitimité technique, l'inscription formelle de ses contributions aux doctrines de siège dans les archives Omnicia. Son nom gravé, non comme celui d'un traître, mais comme celui d'un ingénieur dont les solutions persistent au-delà des allégeances politiques. Les dieux du chaos n'offrent que de la puissance.
Mars lui offrait quelque chose de plus précieux, selon sa psychologie particulière, la validation permanente de son génie. Je suis resté conscient pendant les premières procédures. Ils ne m'ont pas accordé l'anesthésie, non par cruauté, mais parce que les magies responsables de mon cas considéraient que la souffrance constituait une variable perturbatrice pour leur relevé neurologique. Ils prenaient des notes pendant que je serrais les dents, comparaient mes réactions aux projections théoriques de leur modèle, ajustaient leurs instruments avec la satisfaction tranquille de techniciens dont les hypothèses se confirment. 40 siècles ont passé de cette façon. Ou peut-être davantage, le temps, dans les chambres de Mars, n'a pas la même texture qu'ailleurs. Les magies ne dorment pas. C'est la première chose qu'on apprend quand on partage leur espace pendant suffisamment longtemps pour que les cycles diurnes perdent leur signification. Ils se relaient selon des rotations calculées au centième de seconde. Leur conscience hybride glissant d'un état opérationnel à l'autre sans la rupture que les organismes purement biologiques appellent le sommeil. Pour moi, cela signifiait une surveillance permanente, pas une surveillance hostile, quelque chose de bien plus déstabilisant, une surveillance clinique. L'attention qu'on accorde à un réacteur, plasma dont les lectures méritent nos consignations toutes les 6 heures sans exception. J'ai commencé à cartographier leur rotation par instinct défensif. Vieux réflexe de forteresse, connaître les cycles de ses gardiens, avant même d'envisager ce qu'on ferait de cette connaissance. Magos Dominus Eurac Psi 3 terminait ses relevés génomiques au 3e quart de chaque cycle. Ses assistants, 2 Skitari, dont les membres bioniques produisaient un cliquetis légèrement désynchronisé, déposaient leurs instruments avec une précision rituelle qui trahissait des années de conditionnement. Entre ce moment et l'arrivée de l'équipe suivante, une fenêtre de 4 minutes et 17 secondes existait. Pas suffisante pour fuir, suffisante pour réfléchir sans être observé. C'est pendant ces fenêtres que j'ai reconstruit ce que je savais. Père Turabo m'avait livré, cela demeurait établi. Mais la chaîne de commandement au-dessus de lui, qui, au sein du Mechanicus, avait initié cette transaction, représentait une question dont les ramifications m'occupaient davantage que ma propre situation. Un accord de cette nature ne s'improvise pas. Il suppose des contacts préalables à la chute d'Horus, des canaux de communication préservés à travers la guerre civile, une volonté institutionnelle de Mars de traiter avec les forces qui venaient de ravager ses forges sur plusieurs mondes. L'hypocrisie de l'Omnicia n'a jamais cessé de m'instruire. La conspiration, je l'appelle ainsi, faute d'un terme plus précis dans mon vocabulaire militaire, impliquait au minimum 3 factions distinctes au sein de l'Adeptus Mechanicus. La première voulait mes séquences génomiques, pour des raisons que je qualifierais de scientifiques, si ce mot conservait un sens dans une institution qui confond découverte et hérésie selon ses besoins du moment. La seconde faction cherchait quelque chose de plus subtil. Comprendre comment un primarque fortifiait sa psyché contre la corruption warpique. Mes fils ont résisté au chaos avec une constance remarquable. Les magies voulaient savoir si cette résistance était inscrite dans ma biologie ou dans ma doctrine. La troisième faction, la plus dangereuse, voulait simplement s'assurer que je ne reviendrais jamais. Cette dernière faction avait des alliés au sein de l'Inquisition. Je ne prononce pas cette affirmation par amertume. Je la formule parce que les preuves se sont accumulées avec la patience propre aux archives. Lentement, sans dramaturgie, par superposition de détails qui finissent par former une image impossible à nier. Des requêtes d'accès à mon dossier émanant d'Ordo Malleus. Des annotations cryptées dans les marges de mes rapports génomiques qui ne correspondaient pas au protocole Mechanicus standard. Une visite, une seule, d'un individu que les magies traitaient avec une déférence inhabituellement nerveuse. Ni magos, ni militaire, ni marchand. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui portait l'absence d'identité comme une armure. Il a regardé ma chambre depuis le couloir d'observation pendant 19 minutes. N'a rien dit, n'a rien consigné que je puisse voir. Puis il était reparti, et les magies ont repris leurs travaux avec la célérité de gens soulagés d'une présence pesante. Après cette visite, les procédures d'extraction ont changé de nature. Moins de prélèvements physiques, davantage d'interrogatoires. Des questions formulées avec l'architecture rhétorique des technomages, apparemment désordonnée, profondément stratégique. Ils voulaient savoir ce que je me rappelais de la loge martienne active pendant la trahison d'Horus. Quel nom j'avais entendu?
quelles installations j'avais visitées pendant la grande croisade qui n'apparaissaient plus sur aucune cartographie officielle. Il ne cherchait plus seulement mon génome, il cherchait ce que j'avais vu, ce que je pouvais témoigner. Et derrière cette recherche se profilait une inquiétude que les machines ne savent pas dissimuler aussi bien que les hommes. La peur que quelqu'un d'autre sache déjà. La mémoire d'un Primarque ne fonctionne pas comme la vôtre. Je ne dis pas cela pour établir une supériorité. Je le dis parce que les magies ont mis 87 années à comprendre cette distinction. Et que leur incompréhension initiale m'a accordé une protection qu'ils n'avaient pas prévue. Ils supposaient que mes souvenirs se stockaient selon une architecture neuronale analogue à celle des Astartes, simplement amplifiée en capacité et en précision. Ils avaient tort. Mes souvenirs ne se stockent pas. Ils se construisent. Chaque fois que j'accède à un événement passé, je le refortifie. Je l'entoure de nouvelles couches de contexte, de nouvelles analyses rétrospectives, de nouvelles implications que le moment original ne contenait pas encore. Ce que je me rappelle de la grande croisade aujourd'hui porte 40 siècles d'excavation supplémentaires. Les magies voulaient moins des données brutes. Ils obtenaient de l'architecture vivante. Eurak-Psy 3 a fini par comprendre. Sa réaction ne ressemblait pas à de la frustration. Les magies n'éprouvent pas la frustration comme une émotion distincte. Il la traite comme une variable d'inefficacité à corriger. Il a simplement modifié son protocole, cessé de poser des questions directes, commencé à me soumettre des documents, des plans de fortification anciens, des ordres de bataille de la Grande Croisade, des relevés topographiques de mondes que j'avais personnellement défendus ou capturés, et observer mes réactions physiologiques pendant que je les examinais. Ma tension artérielle, mes micro-expressions, le rythme de mes saccades oculaires. Il cartographiait non pas ce que je disais, mais ce que mon corps reconnaissait malgré moi. C'est ainsi qu'il a localisé Callistra. Je n'avais jamais prononcé ce nom devant eux. Je n'avais jamais fait référence aux installations souterraines que j'avais découvertes sur cette lune pendant la 22e année de la Grande Croisade. Des installations qui précédaient l'Imperium, qui précédaient peut-être l'humanité telle que nous la reconnaissons. Des structures dont l'architecture répondait à des principes défensifs que je n'avais jamais rencontrés ailleurs. Non pas inférieurs aux miens, non pas supérieurs, mais fondamentalement différents. Comme si quelqu'un avait résolu les mêmes problèmes de fortification en partant d'axiomes incompatibles avec toute logique militaire terrestre. J'avais rédigé un rapport. Je l'avais classé sous sceau Vermilion. Je l'avais transmis à Terra. Eurak-Psy 3 a posé le relevé topographique de Callistra sur ma table d'examen, un matin de cycle sans préambule. Il a simplement observé. Et mon corps, ce corps de Primarche que j'avais cru discipliné au-delà de la trahison involontaire, a répondu avant que ma volonté intervienne. Une dilatation pupillaire de 0,3 mm, une élévation de ma température cutanée de 0,8 degrés. Rien qu'un humain n'aurait détecté. Suffisant pour Eurak-Psy 3. Il a noté quelque chose sur son cogitateur personnel sans me regarder. Ce que Callistra contenait, ce que j'avais consigné sous sceau Vermilion et transmis à Terra sans jamais recevoir d'accusé de réception, constituait le vrai centre de la conspiration. Pas mon génome, pas mes doctrines de fortification, pas ma résistance psychique au warp. Ces éléments représentaient des bénéfices secondaires, des justifications opérationnelles pour maintenir mon existence dans les archives martiennes. La raison fondamentale de ma capture, la raison pour laquelle 3 factions distinctes du Mechanicus acceptèrent de collaborer malgré leurs divergences institutionnelles profondes, résidait dans une seule question. Qu'avais-je réellement découvert sur Callistra et qu'en avais-je déduit ? Mon rapport original décrivait des structures, des matériaux, des géométries défensives inhabituelles. Ce que le rapport n'incluait pas, ce que j'avais délibérément omis pour des raisons que je qualifierais aujourd'hui d'intuition stratégique, concernait ce que ces structures protégeaient encore. Ce qui respirait encore à l'intérieur, selon des cycles si lents que mes instruments de l'époque les avaient initialement interprétés comme des lectures géologiques. Ce qui attendait avec la patience caractéristique des entités dont l'échelle temporelle rend l'urgence conceptuellement absurde. Les nécrons n'avaient pas encore de nom dans le lexique impérial quand j'ai marché sur Callistra. Eurak-Psy 3 a refermé son cogitateur, relevé les yeux vers moi pour la première fois depuis des semaines.
Derrière ces lentilles optiques remplacées, quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction prenait forme. La satisfaction froide d'un chercheur qui vient de confirmer que son hypothèse la plus ambitieuse était en réalité une sous-estimation. Eurac-Psi 3 est mort 16 jours après cette séance. Je n'affirme pas l'avoir tué. Je précise simplement la chronologie parce qu'elle porte une signification que les archives officielles ont soigneusement excisée. Un Magos Dominus de son rang ne meurt pas d'une défaillance de ses augmentations cardiaques sans que quelqu'un, quelque part, ait pris une décision. Les machines ne tombent pas en panne par accident quand elles ont été entretenues avec la dévotion obsessionnelle que Eurac-Psi 3 accordait à son propre corpus mécanique. Il se bénissait lui-même chaque matin avec une précision rituelle qui aurait rendu jaloux les prêtres de l'ecclésiarchie. Quelqu'un avait décidé qu'il savait trop. La troisième faction venait de se manifester. Son remplaçant est arrivé 48 heures plus tard. Plus jeune selon les critères martiens, ce qui signifie simplement que ces augmentations portaient moins de strates successives, moins de couches de remplacement révélatrices d'une longévité étendue. Il se présentait sous la désignation Vox Kappa 19, un nom de catalogue qui ne dissimulait aucune personnalité antérieure reconnaissable. Là où Eurac-Psi 3 avait développé, au fil des décennies passées à m'étudier, quelque chose qui ressemblait à une forme dégradée de curiosité intellectuelle, Vox Kappa 19 fonctionnait selon une logique purement extractive. Il ne cherchait pas à comprendre, il cherchait à collecter. La distinction, pour moi, représentait une dégradation significative. Eurac-Psi 3, malgré sa froideur instrumentale, m'avait traité comme un problème à résoudre. Vox Kappa 19 me traitait comme un gisement à épuiser. Ces protocoles d'interrogatoire abandonnaient la subtilité des relevés physiologiques au profit d'injections neurochimiques directes. Des composés qui contournaient ma volonté consciente pour activer des réseaux mnémoniques spécifiques sans mon consentement. Pas de la torture au sens où mes fils auraient employé ce terme. Quelque chose de techniquement distinct et fonctionnellement identique. Pendant ces sessions, je parlais. Je ne transcrirai pas ici ce que j'ai révélé. Non par honte. La honte suppose une responsabilité morale que les neurochimiques dissolvent aussi efficacement que l'acide dissout l'acier. Je ne transcris pas parce que certaines informations, même consignées dans un témoignage que personne n'est censé lire, conservent leur dangerosité intrinsèque. Callistra n'était pas le seul endroit. J'avais visité d'autres sites pendant la Grande Croisade. Des anomalies topographiques, des relevés électromagnétiques inexplicables, des mondes dont les populations humaines survivantes décrivaient des gardiens de métal qui dormaient sous la terre depuis avant que leurs ancêtres arrivent. J'avais tout consigné, tout transmis sous sceau. Jamais de réponse de Terra. Ce silence avait une texture particulière que je n'avais pas analysée correctement à l'époque. Je l'interprétais comme l'indifférence bureaucratique caractéristique d'une administration gérant simultanément des milliers de mondes en cours de pacification. Je comprends maintenant que ce silence était actif, délibéré, que mes rapports avaient atteint leur destination, avaient été lus, avaient généré des décisions, et que ces décisions incluaient de ne jamais me répondre pour ne jamais confirmer officiellement que l'information existait. Quelqu'un sur Terra savait pour les nécrons avant que nous ayons un nom pour eux. Vox Kappa 19 extrayait ces cartographies avec la méticulosité d'un géologue cataloguant des filons minéraux. Coordonnées, profondeur estimée, signature énergétique résiduelle, caractéristiques architecturales des structures de surface. Il compilait une géographie de l'endormissement nécron à travers mes souvenirs involontaires, construisant une carte que je n'avais jamais eu l'intention de dresser. Derrière lui, invisible mais structurellement présente dans chaque protocole, dans chaque priorité d'extraction, dans chaque décision concernant quelles données méritaient transmission immédiate vers les niveaux supérieurs de la hiérarchie martienne. La troisième faction orchestrait. Je ne savais toujours pas son nom. Je savais seulement qu'elle existait depuis suffisamment longtemps pour avoir anticipé mon rapport de Callistra, pour avoir préparé des protocoles d'extraction spécifiques à ce type d'informations avant même ma capture, pour avoir tué Eurac-Psi 3 au moment précis où sa curiosité intellectuelle risquait de le pousser vers des conclusions qu'elle seule était autorisée à formuler.
Une institution qui tue ses propres chercheurs pour préserver un monopole sur une découverte n'agit pas par peur de l'information. Elle agit par peur de ce que l'information révèle sur elle-même. Vox Kappa d'X9 a disparu après 162 sessions d'extraction. Pas mort. Disparu, ce qui constitue une distinction importante dans l'écologie institutionnelle du Mechanicus. Les morts lèsent des dossiers de succession, des inventaires d'augmentation récupérables, des procédures funéraires codifiées selon le rang et la spécialisation. Les disparus laissent un silence administratif particulier, une absence de paperasse qui signifie que quelqu'un a jugé préférable que la transition ne soit pas documentée. Il avait été promu, absorbé ou neutralisé selon des logiques auxquelles je n'avais pas accès. Son cogitateur personnel avait été retiré de la salle d'examen avant même que son successeur franchisse le seuil. Ce successeur ne portait pas de désignation numérique. Il se présentait simplement comme l'archiviste. Pas un titre martien reconnaissable, une fonction autoproclamée qui signalait une autorité suffisamment consolidée pour ne pas requérir de validation hiérarchique visible. Ces augmentations étaient anciennes, mais d'une facture radicalement différente de tout ce que j'avais observé sur Mars. Des alliages que je ne reconnaissais pas. Des interfaces neurales dont les protocoles de connexion ne correspondaient à aucune école technique standard. Quelqu'un l'avait modifié selon des spécifications qui n'existaient dans aucun manuel officiel du Mechanicus, ou qui existaient dans des manuels auxquels seul un cercle très restreint accédait. Il n'a pas commencé par des questions. Il a posé sur ma table un objet que je reconnaissais immédiatement, et dont la présence ici constituait une impossibilité structurelle. Une copie de mon rapport original sur Callistra, avec mes annotations manuscrites dans les marges, sur du parchemin dont la texture et l'encre correspondaient exactement aux matériaux que j'utilisais personnellement pendant la Grande Croisade. Pas une reproduction, pas un fac-similé, le document original, ou quelque chose d'indiscernable de lui par tous les moyens dont je disposais. Il a attendu que je le regarde. Puis il a dit, avec une voix dont les harmoniques mécaniques ne dissimulaient pas entièrement quelque chose d'organique et d'ancien, « Vous l'avez envoyé 2 fois. La première transmission, je la connaissais. Terra, Sauvermillion, silence en retour. La deuxième, j'ai fouillé ma mémoire avec la précision que 40 siècles d'excavation mnémonique permettent. La deuxième n'existait pas. Pas dans mes souvenirs, pas dans mes propres archives mentales reconstituées pendant les longues fenêtres de 4 minutes 17 secondes que les rotations de Psi 3 m'accordaient. L'archiviste a ouvert le rapport à une page spécifique, une annotation dans les marges de mon écriture décrivant quelque chose que mon rapport officiel n'incluait pas, quelque chose que j'avais délibérément omis selon une décision dont je me souvenais parfaitement. La description de ce qui respirait encore sous les structures de Callistra, la fréquence exacte de ces respirations géologiquement lentes, une estimation fondée sur des calculs que j'avais effectués mentalement sans les consigner nulle part, du nombre d'entités concernées, mon écriture, mes calculs, une transmission que je n'avais pas effectuée. 2 explications seulement permettaient de réconcilier ces données. Soit ma mémoire avait été altérée à un niveau de précision que même les neurochimiques de Vox Kappa 19 n'auraient pas atteint sans que je le détecte. Soit quelqu'un avait eu accès à ma pensée à un moment antérieur à ma capture, pendant la Grande Croisade elle-même, pendant les années où je rédigeais ces rapports, pendant les instants où je délibérais sur ce que j'incluais et ce que j'omettais. L'archiviste observait ma réaction avec une patience qui ne ressemblait pas à celle des magies. Les magies attendent des données. Il attendait une reconnaissance. La 3e faction, ai-je dit enfin. Il n'a pas confirmé, il n'a pas nié. Il a simplement refermé le rapport et l'a rangé avec le soin qu'on accorde aux objets irremplaçables. Puis, il a regardé mes mains. Ces mains de primarche qui avaient bâti des forteresses sur 200 mondes, avec une expression que ces modifications faciales ne parvenaient pas entièrement à neutraliser. Ce que j'ai lu sur ce visage partiellement mécanique n'était pas de la satisfaction, c'était du soulagement. Le soulagement de quelqu'un qui attendait cette conversation depuis très, très longtemps. Il a parlé pendant 3 cycles complets sans interruption. Pas d'interrogatoire, pas d'extraction. Une transmission, le mot exact qu'il a employé, avec la précision terminologique d'un homme
qui distingue soigneusement l'acte de communiquer de l'acte d'informer. Il me transmettait quelque chose. Ce que je ferais de cette transmission relevait, selon ses propres termes, de ma responsabilité exclusive. La formulation m'a frappé par son caractère anachronique. La responsabilité individuelle n'est pas une notion que le Mechanicus cultive ordinairement chez ses sujets peu d'études. La troisième faction existait avant Mars. Je veux dire cela précisément, sans métaphore. L'organisation que l'archiviste représentait avait précédé la fondation de l'Adeptus Mechanicus en tant qu'institution impériale reconnue. Elle précédait l'accord de Mars. Elle précédait, selon ses affirmations que je n'avais aucun moyen de vérifier et toutes les raisons structurelles de prendre au sérieux. La rencontre entre l'empereur et les fabricateurs généraux qui avaient scellé l'union entre Terra et la planète rouge. Son origine remontait à une période qu'il désignait simplement comme l'âge de la découverte interdite, une formulation absente de tout lexique martien que je connaissais, ce qui constituait en soi une information significative. Il s'appelait les lecteurs du silence. Leur fonction originale, avant que les siècles et les compromis institutionnels transforment toute fonction originale en quelque chose de méconnaissable, consistait à documenter ce que l'impérium en expansion découvrait et choisissait de ne pas reconnaître officiellement. Pas des espions, pas des archivistes dissidents. Quelque chose de plus précis. Des témoins institutionnels de l'écart entre ce que l'impérium savait et ce qu'il admettait savoir. Cet écart, m'a expliqué l'archiviste avec une tranquillité qui suggérait des décennies de récitation intérieure de ces mêmes faits, était considérablement plus vaste que n'importe quel fonctionnaire impérial n'aurait voulu l'admettre. Callistra n'était pas une anomalie. Sur les 2416 mondes pacifiés pendant les 4 premières décennies de la Grande Croisade, les lecteurs du silence avaient documenté 391 sites présentant des caractéristiques analogues à celles que j'avais consignées. Des structures antérieures à l'occupation humaine, des signatures énergétiques dormantes, des géométries défensives répondant à des axiomes militaires sans équivalent dans les traditions humaines ou xéno connues à l'époque. 391 sites dont aucun n'apparaissait dans les archives impériales accessibles aux commandants de légion, aux gouverneurs de secteur ou aux hauts lords de Terra. Tous ces rapports avaient été transmis. Tous avaient reçu le même traitement que le mien. Le silence actif, délibéré, institutionnellement organisé que j'avais interprété comme une particularité de ma situation, constituait en réalité une politique cohérente maintenue sur plusieurs siècles par une faction au sein de Terra elle-même. Les lecteurs du silence avaient identifié cette faction. Ils avaient à cartographier ces connexions à travers les structures administratives de l'impérium naissant. Ils avaient à documenter les noms, les décisions, les moments précis où des informations cruciales avaient été interceptées, reclassifiées ou simplement effacées avant d'atteindre ceux qui auraient pu agir en conséquence. L'archiviste a posé un second document sur ma table, une liste de noms. Certains que je reconnaissais, des fonctionnaires, des conseillers, 2 individus dont j'aurais juré qu'ils étaient morts pendant les guerres Horus. D'autres qui m'étaient inconnus, mais portaient avant des titres suffisamment précis pour que leur fonction institutionnelle soit immédiatement lisible. Et au sommet de cette liste, un titre sans nom associé, une désignation en haut gothique archaïque que je traduirais approximativement comme « le gardien de ce qui ne doit pas être trouvé ». Vous comprenez maintenant, a dit l'archiviste, pourquoi votre mort officielle était nécessaire. Je regardais la liste. Je regardais mon écriture falsifiée sur le rapport de Callistra. Je regardais 40 siècles de chambres d'examen se recomposer en quelque chose qui n'était plus une captivité, mais une mise à l'écart préventive. L'élimination administrative d'un témoin gênant qui avait eu le tort de consigner ce qu'il avait vu. Un primarque mort ne témoigne devant aucune instance. Un primarque vivant, correctement repositionné, représentait une possibilité différente. L'archiviste attendait ma réponse avec ce même soulagement patient que j'avais lu sur son visage lors de notre première rencontre. La conversation vers laquelle il m'avait guidé depuis le début venait enfin d'atteindre son vrai point de départ. J'ai mis 6 jours à répondre, non par indécision. L'indécision suppose un équilibre entre options comparables, et ce que l'archiviste proposait n'avait pas d'alternative réelle une fois ses implications pleinement dépliées. 6 jours
parce que j'avais besoin de vérifier, de reconstruire mentalement chaque rapport que j'avais transmis pendant la grande croisade, chaque silence en retour, chaque anomalie que j'avais classée à l'époque comme bureaucratie défaillante plutôt que suppression délibérée. 6 jours pour cartographier l'écart entre ce que j'avais cru faire et ce que j'avais réellement accompli. Le résultat de cet inventaire était difficile à porter. J'avais bâti des forteresses sur 200 mondes, conçu des doctrines défensives qui protégeaient des milliards d'âmes contre des menaces que je comprenais. Et simultanément, sans le savoir, j'avais alimenté une cartographie que d'autres utilisaient pour localiser précisément ce que ces forteresses ne pouvaient pas défendre. Chaque rapport soigneusement rédigé, chaque coordonnée précisément consignée, chaque estimation méthodiquement calculée avait été interceptée et réorientée vers des objectifs dont je n'avais aucune connaissance. Je n'avais pas été un général. J'avais été un instrument de collecte pour une faction dont l'existence même contredisait tout ce pourquoi j'avais combattu. Au 7e jour, j'ai dit à l'archiviste que je l'écoutais. Il a exposé ce que les lecteurs du silence avaient assemblé pendant les siècles de mon absence. La cartographie des sites Nécron s'était considérablement enrichie. Non plus 391 entrées, mais plusieurs milliers, distribuées à travers la galaxie selon des schémas que leurs analystes avaient commencé à déchiffrer. Ces schémas révélèrent quelque chose que même les lecteurs du silence avaient mis du temps à accepter. Les sites n'étaient pas distribués aléatoirement. Ils formaient une architecture, une infrastructure à échelle galactique dont chaque nœud dormant correspondait à une fonction précise dans un système global dont personne ne connaissait encore l'activation complète. Les Nécrons ne dormaient pas en attendant de se réveiller. Ils dormaient en attendant un signal. Cette distinction, que l'archiviste a livrée avec la sobriété d'un homme qui a eu le temps de digérer son propre vertige, reconfigurait entièrement la nature de la menace. Un réveil spontané, même massif et coordonné, restait théoriquement gérable selon les doctrines militaires impériales. Des légions déployées, des ressources concentrées, des positions défensives établies sur les axes d'émergence prévisibles. Ce que les lecteurs du silence avaient cartographié ne fonctionnait pas ainsi. L'infrastructure dormante répondait à des déclencheurs externes dont certains pouvaient être accidentels, involontaires, produits par des activités impériales ordinaires sur des mondes dont personne ne soupçonnait la nature véritable. L'Impérium marchait depuis 10 000 ans sur des interrupteurs qui l'ignoraient. Combien ont déjà été activés ? Ai-je demandé. L'archiviste a cité un chiffre. Je ne le reproduis pas ici. Pas parce qu'il m'a demandé la discrétion. Il ne l'a pas fait, jugeant probablement que ma situation rendait la confidentialité redondante. Je ne le reproduis pas parce que certains nombres, prononcés dans certains contextes, cessent d'être des données pour devenir des sentences. Ce chiffre était une sentence, pas pour moi, pour les mondes concernés, pour leur population, pour les garnisons impériales qui les défendaient, sans savoir contre quoi elles se préparaient réellement. Puis il m'a expliqué pourquoi j'étais encore vivant. Non pas pourquoi le Mechanicus m'avait maintenu en vie. Cette raison, les séquences des SSAT génomiques et les cartographies mnémoniques, je la connaissais déjà. Pourquoi les lecteurs du silence avaient préservé mon existence contre les tentatives répétées de la 3e faction de finaliser ma disparition administrative en disparition physique. Ils avaient un besoin d'un témoin qui ne soit pas martien, d'une voix qui ne soit pas institutionnellement compromise par 4000 ans d'appartenance à l'une ou l'autre des factions qui se disputaient les archives de l'Imperium, d'un primarque dont l'autorité morale survivait précisément parce qu'il avait été effacé plutôt que corrompu. Ils avaient besoin que je revienne, pas pour combattre, pas pour commander des légions ou reconstruire des forteresses, pour témoigner devant les instances qui ignoraient encore l'étendue de ce que le gardien de ce qui ne doit pas être trouvé avait dissimulé pendant 10 000 ans. Pour rendre publique la liste que l'archiviste m'avait montrée, avec toutes ses implications structurelles. J'ai regardé mes mains pendant un long moment. Des mains faites pour bâtir des murs. On me demandait d'en abattre un. Revenir supposait mourir une seconde fois. Non de façon métaphorique. L'archiviste était précis sur ce point, avec la méticulosité caractéristique d'un homme dont la survie avait dépendu pendant des siècles de l'exactitude terminologique.
Rogaldorn, primarque des Imperial Fist, martyr de la Sword of Sacrilege, figure tutélaire dont le poing tranché trônait dans les reliquaires de Phalanx depuis 10 000 ans. Cet individu ne pouvait pas réapparaître. Pas directement, pas sans déclencher des mécanismes institutionnels que ni les lecteurs du silence ni moi-même ne pourrions contrôler une fois activés. L'Inquisition, l'Ecclésiarchie, les ordres successeurs dont l'identité entière s'était construite sur mon absence fondatrice. Ma résurrection officielle ne serait pas un retour. Ce serait une déflagration politique dont les lecteurs du silence ne maîtrisaient pas les retombées. Rogaldorn devait rester mort. Ce qui revenait devait être autre chose. Quelque chose de fonctionnellement identique en termes de capacité, de mémoire, d'autorité testimoniale, mais institutionnellement distincte. Un témoin sans nom officiel, opérant dans les espaces entre les juridictions, portant des informations que personne ne pourrait invalider parce que personne ne pourrait officiellement reconnaître leur source. L'archiviste avait réfléchi à cette architecture pendant suffisamment longtemps pour en avoir anticipé chaque objection. Il avait des réponses préparées, des protocoles établis, des contacts identifiés dans les structures impériales qui accepteraient de recevoir un témoignage anonyme si ce témoignage était accompagné de preuves dont l'authenticité était irréfutable. Il avait préparé ma sortie avant que j'aie accepté d'en avoir besoin. Cette préparation préalable aurait dû me troubler davantage qu'elle ne l'a fait. Un homme qui anticipe votre consentement avec suffisamment de confiance pour en organiser les conséquences pratiques avant de vous demander votre avis, manifeste soit une connaissance de vous qui dépasse ce que vous lui avez accordé, soit une capacité de manipulation dont vous devriez vous méfier structurellement. J'ai enregistré cette observation, je l'ai classée, je l'ai laissée occuper l'espace qu'elle méritait dans mon évaluation de l'archiviste, sans la laisser invalider ce que ces informations représentaient indépendamment de ses motivations. La vérité reste vraie, même quand celui qui la livre a ses propres raisons de le faire. La sortie physique a duré 19 heures. Je ne décrirai pas les détails opérationnels, non par sécurité résiduelle pour des protocoles désormais caducs, mais parce que 19 heures de couloirs martiens, de sas de décompression, de transport de marchandises réquisitionnées et de contacts muets dont les visages restaient délibérément dans l'ombre ne constituent pas une narration. Ils constituent une procédure. Ce qui m'a frappé pendant ces 19 heures n'était pas le danger. Il était réel, mais géré avec une efficacité qui confirmait des années de préparation, mais l'odeur. L'air de Mars, même filtré, même climatisé, même traité par des générations de terraformation partielle, porte quelque chose de ferreux et d'ancien que mes capteurs olfactifs primarchiens n'avaient pas enregistré depuis mon arrivée dans les chambres souterraines. Retrouver cette odeur signifiait retrouver une surface, un ciel. L'absence de plafond calculé. J'ai regardé les étoiles pendant 3 minutes avant que l'archiviste me rappelle au mouvement. 3 minutes après 40 siècles. Je ne commenterai pas davantage cette proportion. Le vaisseau qui m'attendait n'appartenait à aucune flotte impériale répertoriée. Sa silhouette correspondait à un pattern de construction que je datais approximativement de l'époque de la Grande Croisade. Des lignes que je reconnaissais sans pouvoir les attribuer à aucun chantier naval dans mes archives. Les lecteurs du silence avaient à leurs propres ressources logistiques, accumulées pendant des siècles d'existence parallèle aux structures officielles de l'Imperium. Ils avaient appris à se maintenir dans les intervalles de la bureaucratie impériale, avec la discrétion d'organismes qui savent que leur survie dépend de leur invisibilité institutionnelle. L'archiviste n'est pas monté à bord. Il s'est arrêté à la passerelle d'embarquement, a posé une main augmentée sur mon avant-bras, avec un geste dont la maladresse trahissait qu'il ne l'avait pas répété. Un geste humain mal exécuté par quelqu'un qui avait passé trop longtemps à ne plus en avoir besoin. Il a dit quelque chose que je n'attendais pas de lui. Nous avons préservé votre existence parce que vous étiez utile. Vous revenez parce que vous êtes nécessaire. La distinction compte. J'ai traversé la passerelle sans répondre. Certaines vérités ne requièrent pas d'accusé de réception. Le voyage a duré ce que les navigateurs du vaisseau mesuraient en semaines et ce que mon corps mesurait en silence. Pas de sommeil? Les primarchies ne connaissent pas le sommeil comme une nécessité physiologique absolue, mais comme un état électif que les circonstances peuvent rendre indisponible sans conséquence immédiate. J'ai passé le transit dans la salle de cartographie, seul,
devant des relevés stellaires dont la précision trahissait des décennies de compilations clandestines. Les lecteurs du silence n'avaient pas seulement cartographié les sites nécrons dormants. Ils avaient superposé cette cartographie à 40 siècles de mouvements de flottes impériales, de campagnes militaires, d'activités d'extraction minière sur des mondes dont les sous-sols portaient des signatures caractéristiques. Le résultat visuel ressemblait à une anatomie. Une carte de vaisseaux sanguins dont certains alimentaient des organes que personne n'avait encore identifiés comme tels. J'ai passé 11 jours à étudier cette anatomie. Ce que j'y ai lu contredisait plusieurs décennies de doctrines militaires impériales concernant les nécrons. Non pas sur leur capacité tactique, les rapports de combat étaient suffisamment nombreux et suffisamment cohérents pour que cette dimension soit relativement bien documentée. La contradiction portait sur leur temporalité. L'Imperium traitait les émergences nécrons comme des événements ponctuels, des réveils localisés à gérer secteur par secteur selon les ressources disponibles. Ce que la cartographie des lecteurs du silence révélait suggérait une séquence, des réveils apparemment isolés qui, replacés dans leur contexte géographique et chronologique global, formaient une progression, pas aléatoire, pas opportuniste, architecturée. Quelque chose orchestrait l'ordre des réveils. Cette conclusion, que j'ai atteinte seule, sans que l'archiviste me la présente, ce qui lui accordait une solidité que les informations transmises n'ont pas toujours, transformait entièrement la nature du problème. Un réveil spontané restait un réveil. Une séquence orchestrée impliquait une intention active, un calendrier, peut-être une conscience directrice dont le cadre temporel d'opération rendait 10 000 ans d'impérium une simple période d'attente entre deux phases d'un plan plus vaste. J'avais bâti des forteresses pour défendre contre des assauts. On ne défend pas contre un calendrier. Le vaisseau a émergé du warp à la périphérie d'un système que les cartes officielles désignaient comme inhabité et que les cartes des lecteurs du silence annotèrent indifféremment. Une station, dissimulée dans l'ombre d'un corps rocheux suffisamment massif pour masquer ses émissions thermiques aux senseurs de passage. Vieille construction, plus vieille que le vaisseau qui m'y amenait, plus vieille peut-être que certaines des installations martiennes que je venais de quitter. Les lecteurs du silence avaient investi dans la durée avec une patience que même les institutions impériales les plus anciennes n'avaient pas su maintenir. Une femme m'attendait dans le sas d'accueil, pas une martienne, aucune augmentation visible, ce qui sur cette station constituait probablement une distinction délibérée. La quarantaine biologique approximative, avec la précision dans l'immobilité caractéristique des individus dont la formation avait inclus des années d'apprentissage à ne pas révéler leurs réactions involontaires. Elle portait un uniforme sans un signe reconnaissable et me regardait avec l'expression de quelqu'un qui a longuement préparé une rencontre et découvre au moment où elle se produit que la préparation ne couvre pas entièrement la réalité. Elle s'est présentée comme sœur Calix, pas une sœur de bataille, le titre était métaphorique ou appartenait à une tradition interne aux lecteurs du silence dont je n'avais pas encore le lexique. Elle dirigeait les opérations de la station depuis 19 ans. Elle avait été informée de mon existence depuis le début de son mandat, sans jamais espérer réellement que cette rencontre aurait lieu. « Nous avons des visiteurs », a-t-elle dit sans préambule. « Ils sont arrivés il y a 6 jours. Ils ne savent pas encore ce que cette station contient. Ils ont 6 jours de plus avant que leur fenêtre de discrétion se ferme. » J'ai demandé qui. Elle a cité un nom que je n'avais pas entendu depuis 10 000 ans. Pas un individu, une désignation de chapitre, un ordre successeur né directement de mes Imperial Fists, portant dans son identité génétique et doctrinale une filiation directe avec tout ce que j'avais été avant que la Sword of Sacrilege entre dans les archives impériales comme le lieu de ma mort. Des soldats qui me portaient dans leur héritage biologique sans savoir que l'original respirait à quelques centaines de mètres d'eux. Le vertige que j'ai éprouvé n'était pas sentimental. Il était tactique. Ces soldats représentaient une variable que l'archiviste n'avait pas incluse dans ses calculs, ou qu'il avait incluse et choisi de ne pas me mentionner, ce qui revenait au même en termes de conséquences pratiques. Leur présence ici pouvait être une coïncidence produite par les mêmes anomalies qui avaient guidé les lecteurs du silence vers cette station. Elle pouvait être autre chose. L'Imperium avait passé 10 000 ans à développer des instincts institutionnels dont certains fonctionnaient sans que leurs porteurs comprennent pourquoi. Des soldats portant mon génome
pouvaient être attirés par ce que je représentais sans avoir de nom pour cette attraction. Calix attendait une décision. Me révéler à eux signifiait déclencher exactement ce que l'archiviste avait identifié comme incontrôlable, la déflagration politique d'une résurrection multipliée par la présence de témoins directs dont les rapports atteindraient leurs supérieurs, avant que quiconque puisse en gérer les implications. Rester invisible signifiait laisser partir des soldats qui portaient peut-être, dans leurs propres archives opérationnelles, des informations que les lecteurs du silence n'avaient pas encore. J'ai regardé les couloirs de la station. J'ai regardé Calix. J'ai pensé à la liste de noms que l'archiviste m'avait montrée, aux gardiens de ce qui ne doit pas être trouvé, aux interrupteurs que l'Imperium actionnait sans le savoir sur des mondes endormis depuis avant l'aube de l'humanité. Des mains faites pour bâtir des murs. Un mur qu'on me demandait d'abattre. Et maintenant, des fils qui frappaient à la porte sans savoir que leur père était de l'autre côté. J'ai dit à Calix de les faire attendre. J'avais besoin d'1 heure. Pour décider non pas si je me révélais, cette décision était déjà prise depuis que j'avais traversé la passerelle sur Mars. Mais comment ? Un primarque mort qui revient sans préparation narrative est un choc. Un primarque mort qui revient avec des preuves, une cartographie et une liste de noms est une institution. Je n'avais pas survécu 40 siècles pour rentrer comme un fantôme. L'heure que j'avais demandée a duré 3. Calix n'a pas protesté. Elle a simplement réorganisé les rotations de la station pour prolonger l'isolement des visiteurs sans déclencher les protocoles d'alerte que leur présence prolongée aurait normalement activés. Une compétence administrative d'une précision remarquable, gérer l'absence sans que l'absence devienne visible. Les lecteurs du silence formaient leurs opérateurs selon des méthodes dont je commençais à saisir la sophistication. Survivre dans les intervalles de la bureaucratie impériale pendant des millénaires ne s'improvise pas. Cela s'enseigne, génération après génération, avec la patience d'une institution qui sait que son utilité dépend de son invisibilité. Pendant ces 3 heures, j'ai écrit. Pas une stratégie, pas un plan d'action, un inventaire, le type de document que je produisais avant chaque opération militaire majeure. Non pas pour le partager, mais pour clarifier ma propre compréhension de la situation avant d'agir. Ce que je savais, ce que je supposais, ce que je ne savais pas et devais admettre ne pas savoir. La discipline de cet exercice m'avait préservé de nombreuses erreurs pendant la Grande Croisade. Elle m'avait peut-être aussi coûté quelque chose, une certaine capacité à agir dans l'incertitude sans d'abord tenter de la réduire. Mais ce coût n'était pas pertinent dans la situation présente. Ce que je savais, les lecteurs du silence possédaient une cartographie galactique des sites nécrons, dormants, dont l'impérium officiel ignorait l'existence et l'étendue. Cette cartographie révélait une séquence orchestrée de réveils dont certains avaient déjà commencé. Une faction au sein des structures impériales, le gardien de ce qui ne doit pas être trouvé et son réseau, avait activement supprimé cette information pendant 10 000 ans. Mon existence avait été préservée comme instrument testimonial par une organisation dont les motivations propres restaient partiellement opaques. Ce que je supposais, les soldats de l'ordre successeur présents sur cette station n'étaient pas là par hasard. Quelque chose les avait guidés ici, une anomalie dans leurs propres données opérationnelles, une piste suivie selon des instincts doctrinaux dont ils n'auraient pas su nommer l'origine. Ce quelque chose était probablement lié aux mêmes signatures que les lecteurs du silence surveillaient. 2 organisations différentes, suivant les mêmes traces par des méthodes radicalement différentes, arrivant au même point sans coordination préalable. Ce que je ne savais pas, si l'archiviste m'avait dit tout ce qu'il savait, si Calix lui était entièrement fidèle ou opérait selon ses propres calculs. Si la 3e faction, celle qui avait tué Eurak Psy 3, fait disparaître Vox Kappa 19 et tenté à plusieurs reprises de transformer ma disparition administrative en disparition définitive, savait que j'avais quitté Mars. Ce dernier point était le plus urgent. J'ai convoqué Calix à la fin de ma 3e heure. Elle est arrivée avec la promptitude de quelqu'un qui attendait dans le couloir. Ce qui signifiait soit qu'elle avait anticipé le moment, soit qu'elle surveillait la salle.
Les deux possibilités étaient compatibles avec ce que j'avais observé d'elle. La troisième faction, ai-je dit, c'est elle ? Elle a pris le temps de formuler sa réponse avec la précision d'une personne qui distingue ce qu'elle sait de ce qu'elle estime probable. Nous pensons qu'ils savent que vous avez quitté les chambres d'extraction. Nous ne pensons pas qu'ils sachent où. Nous avons une fenêtre. Quelle durée ? Insuffisante si nous n'agissons pas avant que les visiteurs repartent. La logique était claire. Les soldats de l'ordre successeur représentaient une ressource et un risque simultanément. Une ressource parce qu'ils disposaient de canaux de communication impériaux que les lecteurs du silence n'avaient pas. Des lignes directes vers des commandements militaires, des contacts au sein de structures que la troisième faction ne contrôlait pas entièrement. Un risque parce que leur chaîne de commandement incluait probablement des nœuds compromis dont ni Calix ni moi ne connaissions la distribution exacte. Utiliser les soldats sans les informer complètement était une manipulation. Les informer complètement les exposait à des dangers qu'ils n'avaient pas choisis. J'ai passé 10 minutes à examiner cette contradiction avant d'accepter qu'elle n'avait pas de résolution propre. Les situations qui requièrent action dans un délai insuffisant pour éliminer toutes les conséquences négatives ne se résolvent pas. Elles se tranchent. Et trancher, contrairement à résoudre, implique d'accepter ce qu'on laisse derrière. Amener leur commandant, seul, Calix a acquiescé et quitté la salle sans commentaire supplémentaire. J'ai regardé la cartographie des lecteurs du silence encore une fois, cette anatomie galactique de vaisseaux sanguins alimentant des organes dormants, ces interrupteurs que l'Imperium actionnait sans comprendre ce qu'ils déclenchaient. J'ai localisé mentalement la position de cette station dans cette cartographie. Pas un nœud dormant, pas un site d'émergence prévu, un point interstitiel, choisi précisément parce qu'il n'apparaissait dans aucun schéma significatif. Les lecteurs du silence avaient reconstruit leur refuge dans l'espace entre les intentions. La porte s'est ouverte 7 minutes plus tard. Le commandant qui est entré portait une armure dont les marques de campagne couvraient des décennies de service. Grand, même pour un Astarte, la filiation génétique avec ma ligne était visible dans la structure osseuse, dans la façon dont il occupait l'espace avec cette économie de mouvements caractéristiques que j'avais moi-même enseignée il y a 10 000 ans sans savoir que la leçon traverserait les siècles intacts. Il m'a regardé avec l'expression d'un homme dont tous les cadres de référence venaient de devenir simultanément inadéquats. Il a mis 4 secondes à la parler. Pour un Astartes, c'est une éternité. Vous êtes... Oui, ai-je dit. Asseyez-vous. Ce que je vais vous montrer va prendre du temps. Il s'appelait Aldric Stern, capitaine du 3e peloton, 4e compagnie. Une désignation qui portait dans sa structure même l'écho de nomenclature que j'avais moi-même établie 10 000 ans auparavant. Il s'est assis avec la raideur d'un homme dont le corps obéit à ses ordres, même quand son esprit refuse de traiter ce que ses yeux lui transmettent. J'ai reconnu cet état. Je l'avais observé chez des soldats confrontés à des réalités de combat qui dépassaient leurs cadres doctrinaux préétablis. La différence ici était que le choc n'était pas tactique. Il me regardait comme on regarde un mort qui respire. J'ai posé la cartographie des lecteurs du silence devant lui, sans préambule. Pas par brutalité, par respect. Les Astartes de ma lignée ne fonctionnent pas bien avec les préparations progressives quand l'information finale est inévitable. L'architecture de leur psychologie, que j'avais contribué à façonner, même si les siècles l'avaient modifiée au-delà de ma reconnaissance immédiate, préfère la vérité directe à l'amortissement rhétorique. Quelque chose de ce principe fondateur avait survécu à 10 000 ans de transmission doctorale. Il a regardé la cartographie pendant 2 minutes sans parler, puis nous en avons trouvé une partie nous-mêmes. Cette admission m'a arrêté plus efficacement que n'importe quelle révélation de l'archiviste. Non pas pour son contenu, j'avais supposé que leur présence ici n'était pas accidentelle, pour ce qu'elle impliquait sur la méthode. Si un ordre successeur, opérant avec les ressources standards d'un chapitre Astarte sans accès aux archives clandestines des lecteurs du silence, avait reconstitué une portion de cette cartographie par ses propres moyens, cela signifiait 2 choses simultanément. D'abord, que la suppression orchestrée par le gardien de ce qui ne doit pas être trouvé montrait des fissures, des points où l'information refusait de rester enfouie malgré les efforts institutionnels
pour la maintenir invisible. Ensuite, que d'autres, ailleurs dans l'Imperium, suivaient probablement les mêmes traces, sans savoir ce qu'ils cherchaient réellement. La cartographie existait en fragments dispersés dans des dizaines d'archives que personne n'avait encore pensé à connecter. « Montrez-moi ce que vous avez », ai-je dit. Stern a hésité, pas par méfiance. L'hésitation d'un officier évaluant si partager des informations opérationnelles classifiées avec un individu dont le statut institutionnel était, pour employer un terme modéré, non défini, constituait une violation de protocole ou une obligation morale supérieure. J'ai attendu qu'il résolve cette contradiction sans l'y aider. Un Astarte qui arrive seul à une décision difficile, la porte différemment de celui qu'on a convaincu. Il a extrait un cogitateur personnel de son armure, ses propres relevés, ses propres annotations dans les marges, une écriture serrée, précise, avec les abréviations tactiques caractéristiques d'un officier habitué à consigner rapidement sous pression opérationnelle. 23 sites, des coordonnées, des signatures énergétiques mesurées lors de campagnes apparemment sans rapport entre elles, sur des mondes séparés par des centaines d'années-lumière, reliés par un fil que Stern avait commencé à tirer sans encore voir où il menait. Son fil menait exactement là où je savais qu'il menait. J'ai superposé mentalement ces 23 sites à la cartographie des lecteurs du silence. 22 correspondances exactes. Le 23e site, un monde que ces relevés désignaient par ses coordonnées plutôt que par un nom, ce qui signifiait probablement qu'il n'apparaissait dans aucun registre officiel, ne figurait pas dans les archives de l'archiviste. Un site inconnu même des lecteurs du silence. J'ai posé le doigt sur ces coordonnées sans commentaire. Stern a compris immédiatement. La formation Astartes produit des officiers capables de lire l'importance d'un geste sans explication verbale. Il a dit « Nous l'avons découvert il y a 4 mois. Une anomalie sur les relevés de routine. Rien ne correspondait à nos bases de données. Nous avons envoyé une équipe de reconnaissance. Elle est revenue ?» La pause avant sa réponse contenait sa propre réponse. Partiellement. Un mot. Suffisant pour cartographier une catastrophe entière dans ses contours essentiels. Une équipe de reconnaissance Astarte, qui revient partiellement depuis un site Nécron non répertorié, signifiait des survivants porteurs d'informations que leurs supérieurs n'avaient pas encore su interpréter correctement. Cela signifiait aussi des pertes dont les circonstances restaient probablement classifiées dans les archives du chapitre, sous des formulations qui évitaient soigneusement les termes susceptibles de déclencher des protocoles d'alerte inquisitoriaux. L'Imperium avait appris depuis longtemps à ne pas nommer ce qu'il ne voulait pas gérer officiellement. Les survivants, ai-je dit. Où sont-ils actuellement ? 3 sont en état de servir. 2 sont... Il a cherché le mot. Modifiés. Modifiés. Encore une formulation choisie pour sa neutralité administrative. Des Astartes exposés à une technologie Nécron active et revenus différents de ce qu'ils étaient. Le spectre de ce que cette modification impliquait s'étendait d'une contamination psychologique à quelque chose de structurellement plus grave. Une altération des processus cognitifs, des loyautés réorientées selon des priorités que ni Stern ni ses supérieurs ne comprendraient sans le cadre d'interprétation que les lecteurs du silence avaient mis des siècles à construire. J'avais ce cadre. Stern avait les données brutes. Calix avait les ressources logistiques. La fenêtre que la 3e faction nous laissait se réduisait à chaque heure. J'ai regardé Stern avec l'attention qu'on accorde aux évaluations qui engagent des conséquences irréversibles. Ce que je voyais était un officier capable, formé selon des principes dont j'étais l'origine lointaine, confronté à une réalité qui dépassait sa doctrine sans dépasser sa volonté. La distinction comptait, la doctrine se réécrit, la volonté, soit elle est là, soit elle ne l'est pas. Elle était là. « Capitaine Stern, ai-je dit, vous avez cherché quelque chose sans savoir son nom. Je vais vous donner son nom. Puis, nous allons décider ensemble ce qu'on en fait. » Il a posé son cogitateur sur la table entre nous. Un geste d'ouverture totale, sans réserve, qui portait 10 000 ans de tradition distillée en un mouvement simple. Certains héritages traversent les siècles sans se dégrader. Le nom que j'ai donné à Stern n'était pas Nécron. Ce mot, ce terme de catalogue que l'Imperium avait fini par adopter pour désigner ce que les premiers explorateurs de la Grande Croisade décrivaient avec des périphrases terrifiées, ne capturait pas ce que les lecteurs du silence avaient compris au fil de leurs siècles de documentation clandestine.
Les Nécrons étaient une désignation militaire, une étiquette fonctionnelle pour un ennemi qu'on combat sans chercher à comprendre. Ce que j'ai donné à Stern était quelque chose de plus précis et de plus difficile à porter. Une cosmologie. Les entités qui dormaient sous les structures de Callistra, sous les 22 sites de sa cartographie personnelle, sous les milliers de nœuds que les lecteurs du silence avaient répertoriés à travers la galaxie, n'attendèrent pas de se réveiller pour conquérir. Elles attendaient de se souvenir. La distinction n'est pas rhétorique. Une armée qui conquiert peut être défaite, repoussée, contenue selon des doctrines militaires éprouvées. Une conscience qui se souvient d'avoir été quelque chose d'infiniment plus vaste que ce qu'elle est maintenant ne se contient pas. Elle se réintègre. L'architecture galactique que j'avais cartographiée depuis la salle de navigation n'était pas une infrastructure militaire, c'était une infrastructure mémorielle. Stern a mis du temps à absorber cette reformulation. Je l'ai observé travailler, le processus visible d'un esprit militaire rigoureusement formé qui tente de retraduire une information en termes tactiques exploitables et découvre que la traduction n'est pas disponible. Ce que je lui décrivais ne rentrait dans aucune catégorie doctrinale des codex Astarte. Pas une force d'invasion, pas une occupation, quelque chose dont les catégories opérationnelles humaines n'avaient simplement pas d'équivalent, parce que l'échelle temporelle concernée rendait les distinctions humaines entre guerre et paix, entre menace et neutralité, conceptuellement caduques. Les 2 soldats modifiés, ai-je dit, décrivez ce que vos apothicaires ont observé. Il a consulté ses notes avec la méthode d'un officier qui sait que les détails qu'il juge insignifiants pourraient ne pas l'être. Altération neurologique sans lésion physique détectable. Pattern de sommeil restructuré autour de cycles qui ne correspondaient à aucun rythme circadien humain ou Astarte documenté. Tendance à orienter leur corps vers des directions spécifiques sans explication consciente, comme des aiguilles magnétiques répondant à un champ que personne d'autre ne percevait. Et le détail que Stern avait consigné en dernier avec la réticence caractéristique d'un rapporteur qui sait que son information sera mal reçue, des vocalisations nocturnes dans une langue que les Astartes linguistes du chapitre n'avaient pas pu identifier. Une langue, pas du bruit, pas de la dégradation cognitive produisant des sons incohérents. Une langue structurée, avec une grammaire reconnaissable par ses patterns récurrents, parlée pendant le sommeil par 2 soldats qui affirmaient au réveil n'avoir aucun souvenir de l'avoir prononcée. L'infrastructure mémorielle avait commencé à écrire dans leurs neurones. J'ai expliqué à Stern ce que cela signifiait avec la précision qu'exigeait la situation, sans les atténuations rhétoriques que j'aurais peut-être employées dans d'autres circonstances. Les 2 soldats modifiés portèrent désormais des fragments d'une mémoire dont ils n'étaient pas l'origine. Des données inscrites par le site Nécron lors du contact de l'équipe de reconnaissance. Pas une contamination au sens pathologique, pas une possession au sens théologique, mais quelque chose de plus littéral et de plus troublant, une copie partielle. Une sauvegarde fragmentaire d'informations que le nœud dormant cherchait à préserver à travers le premier substrat biologique suffisamment complexe qui s'était trouvé à portée. Leur cerveau avait été utilisé comme support de stockage. Stern a gardé le silence pendant suffisamment longtemps pour que le silence devienne sa propre forme de réponse. Puis il a demandé ce que j'aurais demandé à sa place. Peut-on lire ce qu'il porte ? La question était juste. Elle était aussi la plus dangereuse de la conversation. Lire les fragments mémoriels stockés dans les neurones des 2 soldats signifiait accéder à des informations d'une nature et d'une origine dont nous ne contrôlions pas les implications complètes. Cela signifiait également exposer délibérément d'autres individus au processus de transcription, qui nécessitait une interface, une médiation, un contact suffisamment prolongé avec les porteurs pour extraire ce qu'ils contenaient. Les lecteurs du silence avaient des protocoles pour ce type d'extraction. Ces protocoles avaient été développés pour des fragments récupérés sur des sites dormants, pas sur des sujets vivants dont la psychologie était activement modifiée par ce qu'ils portaient. Nous serions en territoire expérimental. Calix est entrée à ce moment. Pas par hasard, selon un timing qui confirmait qu'elle surveillait la salle depuis l'extérieur. Elle a posé un document sur la table sans s'excuser de l'interruption. Un rapport de ses capteurs périmétriques. 2 vaisseaux venaient d'émerger du warp à la limite du système, signature de propulsion non répertoriée dans les bases de données impériales standards.
Correspondance partielle avec des patterns que les archives des lecteurs du silence associaient aux ressources logistiques de la troisième faction. La fenêtre venait de se fermer. J'ai regardé Stern. J'ai regardé Calix. J'ai regardé la cartographie galactique avec ses milliers de nœuds dormants et ses séquences de réveil orchestrées. J'ai regardé les coordonnées du 23e site, celui qu'aucune archive ne répertoriait, celui d'où une équipe de reconnaissance était revenue partiellement, celui dont 2 survivants portaient maintenant dans leurs neurones des fragments d'une mémoire vieille de 60 millions d'années. Certains problèmes ne se résolvent pas. Ils se tranchent. Calix, ai-je dit, préparez le départ. Nous emmenons les 2 soldats modifiés. J'ai regardé Stern. Vous venez. Vos hommes restent. Ils ne savent pas encore ce qu'ils savent, et cette ignorance les protège provisoirement. Il a voulu protester. L'instinct du commandant qui ne laisse pas ses soldats derrière. Ce n'est pas les abandonner, ai-je dit avant qu'il formule l'objection. C'est les préserver pour ce qui vient après. Il y aura un après. Je n'étais pas certain de le croire entièrement, mais certaines vérités doivent être dites avant d'être vraies. Le vaisseau des lecteurs du silence portait un nom que Calix m'a communiqué pendant les préparatifs de départ avec la neutralité d'une information administrative. L'intervalle. Pas de numéro de coque, pas de désignation de classe dans les registres impériaux. Un nom choisi pour sa précision fonctionnelle par quelqu'un qui comprenait que les lecteurs du silence n'existaient pas dans l'histoire officielle de l'Imperium, mais dans les espaces entre ces certitudes. Nous avons quitté la station en 19 minutes. Les 2 vaisseaux de la troisième faction avaient réduit leur distance au système pendant nos préparatifs. Pas assez rapidement pour intercepter notre départ, suffisamment pour confirmer qu'ils connaissaient notre position approximative, sinon notre destination. Calix avait programmé une route de transit warp en 3 segments délibérément discontinus. Chaque point de sortie choisi pour sa banalité cartographique. Des systèmes sans intérêt stratégique apparent, sans présence impériale significative, sans raison documentée d'attirer l'attention d'une faction qui surveillait les mouvements dans les archives officielles. Nous disparaissions dans le bruit de fond de l'Imperium. Les 2 soldats modifiés, Stern me les avait présentés sous les noms de frères Vassik et frères Horat, occupaient dans des quartiers séparés dans la section médicale du vaisseau. Calix avait insisté sur la séparation, et j'avais approuvé sans demander ces raisons spécifiques parce que ces raisons étaient lisibles. 2 individus portant des fragments d'une même mémoire externe, mis en contact prolongé, risquaient de créer entre eux une résonance dont nous ne contrôlions pas les effets. La prudence élémentaire face à un phénomène sans précédent documenté consistait à réduire les variables. J'ai rendu visite à Vassik en premier. Il était éveillé, assis sur sa couchette avec la posture d'un Astartes qui maintient sa discipline physique, même quand son contexte a cessé d'exiger une vigilance militaire immédiate, une habitude profonde, inscrite par des années d'entraînement, qui persistait au-delà des modifications que son séjour sur le 23e site avait produites. Il m'a regardé entrer avec une reconnaissance immédiate qui aurait dû me surprendre davantage qu'elle ne l'a fait. Stern lui avait dit qui j'étais avant l'embarquement. Mais la façon dont Vassik me regardait dépassait la reconnaissance informationnelle. Quelque chose dans son expression portait une familiarité que l'information transmise par Stern ne suffisait pas à expliquer. « Vous étiez là ?» a-t-il dit. Pas une question. J'ai demandé où. « Sur le site. » Il a hésité. Pas par incertitude sur ce qu'il voulait dire, mais par difficulté à formuler quelque chose dont les catégories linguistiques disponibles ne couvraient pas entièrement la nature. Pas vous physiquement, quelque chose qui vous connaissait, qui vous avait catalogué. Les Nécrons avaient scanné mes rapports, avaient extrait mes coordonnées depuis les archives martiennes auxquelles la troisième faction leur avait peut-être, j'avançais dans l'hypothèse avec la prudence qu'elle méritait, accordé un accès indirect, ou plus simplement, le 23e site était suffisamment ancien et suffisamment vaste pour avoir enregistré ma présence sur Callistra il y a 40 siècles. Et cet enregistrement avait traversé les réseaux dormants de l'infrastructure mémorielle jusqu'à un nœud que Vassik et Horat avaient activé sans le savoir. « Qu'est-ce qu'il vous a transmis ?» ai-je demandé. La formulation était imprécise. Transmis supposait une intentionnalité que je ne pouvais pas confirmer. Vassik l'a accepté quand même, comprenant ce que je cherchais derrière le mot approximatif. Des structures, a-t-il dit lentement. Des géométries.
Pas des images, des principes. Comme si quelqu'un m'avait enseigné une façon de voir l'espace sans me donner les mots pour la décrire. Il a regardé ses propres mains avec l'expression d'un homme qui ne les reconnaît pas entièrement. Je sais comment quelque chose fonctionne. Je ne sais pas ce que c'est. Des principes architecturaux. Pas mémoriels au sens narratif, au sens structurel. Le 23e site n'avait pas écrit une histoire dans les neurones de Vassik. Il avait écrit une grammaire, un système de règles dont les applications restaient à découvrir parce que les applications supposaient un contexte que Vassik ne possédait pas. Mais moi, je possédais peut-être ce contexte. Callistra m'avait confronté à des fortifications répondant à des axiomes incompatibles avec toute logique militaire terrestre. J'avais passé des décennies à analyser ces axiomes sans pouvoir les formaliser complètement, sans avoir le cadre conceptuel qui les rendait cohérents dans leur propre logique interne. Ce que Vassik portait dans ses neurones ressemblait, d'après sa description, à ce cadre conceptuel. La grammaire sous-jacente aux géométries que j'avais observées sans pouvoir les lire. Nous portions ensemble, lui et moi, deux moitiés d'une même clé. Cette réalisation portait ses propres implications troublantes. Si le 23e site avait transmis à Vassik précisément ce qui me manquait pour compléter ma compréhension de Callistra. Si cette complémentarité n'était pas accidentelle, mais délibérément architecturée. Alors, notre rencontre sur la station des lecteurs du silence n'était pas la convergence fortuite de deux enquêtes parallèles que j'avais initialement supposées. Quelque chose nous avait guidés l'un vers l'autre. Pas une entité consciente au sens où l'impérium comprend la conscience. Quelque chose de plus vaste et de plus froid. Un système qui optimisait ses conditions de réactivation en distribuant ses propres clés de lecture à travers les substrats biologiques les plus susceptibles de les assembler correctement. Nous n'étions pas des chercheurs qui avaient retrouvé. Nous étions des composants qui s'étaient connectés selon un schéma prévu avant que nos espèces respectives existent. J'ai quitté la chambre de Vassik avec cette pensée et je suis allé voir Horace. Sa chambre était sombre. Il avait éteint l'éclairage, ce qui pour un Astartes dont les sens fonctionnent parfaitement en conditions de faible luminosité ne représentait pas un inconfort, mais un choix délibéré. Il était allongé, yeux ouverts, regardant le plafond avec la fixité d'un homme qui écoute quelque chose d'inaudible pour les autres. Quand j'ai activé l'éclairage minimal, il a tourné la tête vers moi, sans surprise. Il parlait déjà dans cette langue avant que j'aie dit un mot. Pas pendant son sommeil cette fois. Éveillé, délibérément, avec la concentration d'un individu qui récite quelque chose qu'il comprend de mieux en mieux à mesure qu'il le prononce. J'ai écouté pendant 30 secondes. Les patterns grammaticaux que les linguistes du chapitre avaient identifiés dans ces vocalisations nocturnes étaient effectivement présents et reconnaissables. Mais il y avait autre chose, une cadence sous-jacente qui ne ressemblait pas à une langue parlée. Elle ressemblait à des coordonnées. Les coordonnées qu'Horace récitait ne correspondaient à aucun système répertorié dans les cartes de navigation de l'intervalle. Calix a vérifié pendant que je transcrivais. Stern se tenait derrière nous deux, avec la tension contenue d'un officier qui assiste à quelque chose qu'il ne peut pas encore classer opérationnellement, mais dont l'importance lui est physiquement perceptible. Une qualité d'attention particulière aux Astartes entraînée selon mes doctrines. Cette capacité à rester pleinement présent face à l'incompréhensible sans que l'incompréhension paralyse la vigilance. Horace continuait à réciter depuis sa chambre, à travers le système audio que Calix avait activé pour que nous puissions travailler sans l'interrompre. 37 séquences de coordonnées en 2 heures. La carte que nous construisions au fur et à mesure ressemblait d'abord à du bruit. Des points distribués sans logique apparente à travers des secteurs galactiques sans relation évidente entre eux. Puis Calix a superposé ces points à sa cartographie des lecteurs du silence, et le bruit est devenu signal. 29 des 37 coordonnées correspondaient à des sites nécrons, dormants, déjà répertoriés. Les 8 restantes désignaient des positions vides selon les archives disponibles, vides selon les archives. Ce qui, dans le contexte de tout ce que j'avais appris depuis ma sortie des chambres martiennes, constituait non pas une absence d'information, mais une information en soi. 8 sites inconnus de toutes les archives humaines existantes. Il les récite dans un ordre, a observé Stern. L'observation était juste, et j'aurais dû la formuler moi-même.
signe que ma propre fatigue cognitive commençait à affecter mes processus analytiques d'une façon que je devais surveiller. Stern avait raison. Les séquences n'étaient pas aléatoires. Elles suivaient une progression dont la logique n'était pas géographique. Les coordonnées ne dessinèrent pas un itinéraire spatial linéaire, mais temporel. Chaque séquence indiquait un site, et l'ordre de récitation correspondait approximativement, en le superposant à ce que les lecteurs du silence avaient à documenter sur les réveils déjà observés, à une chronologie. Horace récitait l'ordre d'activation du réseau. Pas l'ordre complet, 37 sites sur des milliers représentaient un fragment, mais un fragment suffisamment structuré pour être interprété comme une section d'un calendrier dont nous venions d'obtenir l'accès involontaire. Le 23e site n'avait pas simplement écrit une grammaire dans les neurones de Vassic et des coordonnées dans la mémoire d'Horace. Il avait distribué entre eux deux une partition, les règles de lecture d'un côté, les données à lire de l'autre. Séparés, ils portaient des fragments inutilisables. Ensemble, correctement interfacés, ils constituaient une clé de déchiffrement pour une portion du calendrier d'activation globale. Le système nous avait fourni les moyens de le comprendre. J'ai passé un long moment à contempler les implications de cette générosité involontaire avant de les formuler à voix haute. Calix et Stern attendaient, elle, avec la patience entraînée des lecteurs du silence. Lui avec la discipline Astartes, qui transforme l'attente en vigilance plutôt qu'en impatience. Ce que j'allais dire allait modifier leur cadre d'interprétation de toute cette situation. Et les cadres d'interprétation modifiés produisent dans des décisions différentes. Je voulais être certain de mes mots avant de les prononcer. Le système veut être compris. Ai-je dit finalement? Stern a répondu immédiatement. Ou il veut nous faire croire qu'il veut être compris. La distinction était fondamentale et il avait eu raison de la poser. Un système suffisamment ancien et suffisamment vaste pouvait parfaitement distribuer des clés de lecture à des substrats biologiques, non pas pour faciliter la compréhension, mais pour orienter les comportements de ces substrats dans une direction précise. Nous offrir la capacité de lire son calendrier d'activation nous donnait potentiellement la capacité de l'anticiper. Mais nous donnait aussi, dans l'hypothèse moins confortable, des raisons de nous rendre précisément aux endroits que ce calendrier désignait. Nous guider vers les sites d'activation au moment de leur activation. Calix a formulé ce que nous pensions tous les trois. Les 8 sites inconnus. Les 29 sites répertoriés avaient des dossiers dans les archives des lecteurs du silence. Des analyses, des historiques d'observation, des évaluations de risques accumulées sur des décennies. Les 8 sites vierges de toute documentation étaient, dans cette nouvelle lecture, précisément les plus importants. Pas inconnus par hasard ou par lacune archivistique. Inconnus parce que quelque chose avait empêché leur documentation. Soit la suppression active du gardien de ce qui ne doit pas être trouvé, soit une invisibilité délibérément maintenue par le réseau lui-même jusqu'au moment où sa révélation servait ses propres fins. 2 des 8 coordonnées inconnues apparaissaient tôt dans la séquence de récitation d'Horace. Très tôt. Combien de temps, ai-je demandé à Calix, avant les prochaines activations estimées selon votre modèle chronologique? Elle a consulté ces données avec la précision d'une opératrice qui sait que ces estimations vont être utilisées pour prendre des décisions irréversibles. Pour les sites répertoriés, des semaines, peut-être des mois. Pour les sites inconnus, elle s'est arrêtée, à recalculer. Nous n'avons pas de modèle fiable, nous n'avons pas de données historiques d'observation pour les calibrer. Ce qui signifiait que les sites inconnus pouvaient s'activer demain. Stern regardait les 8 points sur la carte avec l'expression d'un commandant qui évalue simultanément des objectifs militaires et leurs coûts humains respectifs. Il a posé la question opérationnelle évidente. Lequel en premier? J'ai regardé la séquence de récitation d'Horace. J'ai regardé la distribution géographique des 8 sites. J'ai regardé les coordonnées qui apparaissaient les premières dans l'ordre qu'il récitait et j'ai calculé la distance depuis notre position actuelle avec les données de navigation de l'intervalle. Le premier site inconnu était accessible en 14 jours de transit warp. Le deuxième était à côté du premier, relativement parlant, à l'échelle galactique. 2 nœuds adjacents dans une infrastructure mémorielle vieille de 60 millions d'années. Récités consécutivement dans la partition qu'Horace portait dans ses neurones, située dans une région que les cartes impériales désignaient comme vide
et que cette désignation même rendait maintenant suspecte. J'allais dire à Calix de programmer le transit. Stern a parlé avant moi. Mon Primarque. Le titre, prononcé pour la première fois depuis notre rencontre, avec la totalité de ce qu'il portait, 10 000 ans de transmission doctrinale, de lignée génétique, de tradition militaire distillée en 2 mots. Je veux comprendre ce vers quoi nous allons avant d'y aller. C'était la demande exacte que j'aurais faite à sa place. Asseyez-vous, ai-je dit pour la 2e fois depuis que nous nous étions rencontrés. Cette fois, ce sera plus long. Ce que j'ai expliqué à Stern pendant les heures suivantes ne figurait dans aucun codex. Pas parce que l'information était secrète, au sens où l'Inquisition emploie ce terme, classifiée, compartimentée, protégée par des protocoles d'accès hiérarchiques. Secrète au sens plus fondamental. Personne n'avait encore assemblé ces fragments en un récit cohérent. Les lecteurs du silence possédèrent des pièces. Les archives martiennes en possédaient d'autres. Ce que j'avais observé personnellement sur Callistra et sur d'autres mondes pendant la Grande Croisade en constituait d'autres encore. Ce que Vassic et Horat portaient maintenant dans leurs neurones complétait des lacunes que 40 siècles d'excavation mnémonique n'avaient pas suffi à combler. Ensemble, ces fragments formèrent quelque chose. Les nécrons n'avaient pas toujours été ce qu'ils sont maintenant. Cette affirmation, que les xénologues impériaux auraient traitée comme une évidence biologique si l'impérium avait accordé à la xénologie le statut d'une discipline sérieuse plutôt que d'une hérésie tolérée, portait des implications que même les lecteurs du silence n'avaient pas entièrement mesurées. Ils avaient documenté les sites dormants. Ils avaient cartographié les séquences d'activation. Ils n'avaient pas posé la question suivante. Pourquoi ce réseau mémoriel existait-il ? Quelle perte justifiait la construction d'une infrastructure à échelle galactique destinée à préserver et à transmettre des souvenirs à travers des éons ? Les nécrons avaient enfin perdu quelque chose. Pas une guerre, pas un territoire. Quelque chose d'antérieur à ces catégories. Quelque chose qui, selon ce que la grammaire transmise à Vassic permettait de déduire, concernait la nature même de ce qu'ils avaient été avant la biotransfert qui les avait transformés en ce que l'Imperium connaissait. Ce processus, la biotransfert, que les sources nécrons désignaient par un terme que la grammaire de Vassic rendait approximativement comme le grand mensonge, avait préservé leur conscience en sacrifiant tout ce qui, selon leur propre conception d'eux-mêmes, constituait l'essentiel. Ils s'étaient sauvés en cessant d'être ce qu'ils voulaient sauvegarder. L'infrastructure mémorielle n'était pas un système d'armement, pas une préparation à la conquête. C'était une tentative de récupérer ce qui avait été perdu lors du grand mensonge, des fragments de ce qu'ils avaient été, distribués à travers la galaxie dans des structures dont la technologie dépassait tout ce que l'Imperium ou les autres races connues avaient développé. Des sauvegardes d'une version d'eux-mêmes antérieure à leur propre transformation. Stern a écouté jusqu'à la fin, sans m'interrompre. Puis, cela change-t-il ce qu'il représente comme menace ? La question était militairement correcte et humainement insuffisante. Je lui ai donné les 2 réponses. Militairement, oui. Un réseau conçu pour récupérer une identité perdue, plutôt que pour étendre une domination territoriale, fonctionnait selon des priorités différentes de celles que les doctrines impériales anti-nécrons supposaient. Les sites d'activation n'étaient pas des têtes de pont pour une invasion. Ils étaient des nœuds de reconstruction, des points où les fragments mémoriels distribués commençaient à se reconnecter selon une séquence optimisée pour reconstituer quelque chose d'antérieur au grand mensonge. Ce processus de reconstitution pouvait être catastrophique pour les systèmes habités dans le périmètre des nœuds actifs, non pas par intention hostile, mais par indifférence totale. Des entités engagées dans leur propre réassemblage identitaire n'accordant à la présence humaine pas plus d'attention qu'un flux de reconstruction accorde aux obstacles sur son chemin. Humainement, cela ne changeait rien à ce que nous devions faire, mais cela changeait ce que nous comprenions de ce que nous faisions. Nous n'allions pas intercepter une invasion. Nous allions nous approcher d'un processus de deuil à échelle cosmique, un deuil vieux de 60 millions d'années, mené par des entités dont la capacité de souffrance était peut-être aussi lointaine de leur forme actuelle que leur forme actuelle était lointaine de ce qu'ils avaient été avant le grand mensonge. Stern a absorbé cela avec le silence d'un homme qui réorganise intérieurement ses catégories morales sans les abandonner. Calix est entré avec un rapport de navigation.
10 jours restants avant notre émergence au premier site inconnu. Les 2 vaisseaux de la 3e faction avaient perdu notre trace selon les derniers relevés disponibles. Ce qui signifiait soit que nos mesures de discrétion avaient fonctionné, soit que la 3e faction avait jugé préférable de ne plus se révéler et continuait à nous suivre par d'autres moyens. J'ai demandé à voir Vasik. Il était avec Horat cette fois. Calix avait levé le protocole de séparation après que les premières sessions de transcription avaient confirmé que la résonance entre eux restait stable plutôt que de s'amplifier. Ils étaient assis face à face dans la chambre d'Horat, sans parler, avec entre eux quelque chose qui ressemblait à une conversation conduite dans un registre que les présents ne percevaient pas. Quand je suis entré, ils ont tous deux tourné la tête vers moi avec le même mouvement synchrone. Pas identique, coordonné. « Vous comprenez davantage ?» a dit Vasik. Pas une question. Une observation formulée avec la tranquillité d'un individu qui partage cette compréhension croissante depuis l'intérieur. « Assez pour savoir ce que nous allons trouver ?» ai-je demandé. Horat a répondu à la place de Vasik, avec la langue que j'avais entendue dans sa chambre. 2 phrases brèves, cadencées, dont la structure grammaticale que Vasik m'avait transmise me permettait maintenant de déduire le sens approximatif sans le comprendre entièrement. Quelque chose attendait. Quelque chose qui savait que nous venions. J'ai quitté leur chambre et je suis retourné à la salle de cartographie. J'ai regardé le premier site inconnu sur la carte, ce point vide dans une région que les archives désignaient comme vide. Cette absence qui était depuis le début une présence dissimulée, j'ai pensé à Callistra, aux structures qui protégeaient quelque chose qui respirait encore, aux respirations si lentes que mes instruments les avaient initialement prises pour de la géologie. 40 siècles avaient passé depuis Callistra. Ce qui respirait là-bas respirait toujours. Et maintenant, pour la première fois depuis que j'avais marché sur cette lune avec l'innocence d'un général qui croyait cartographier des ruines, je m'approchais à nouveau, non plus comme un explorateur qui consigne ce qu'il observe sans comprendre ce qu'il voit, mais comme quelqu'un qui portait enfin suffisamment de contexte pour que la rencontre soit autre chose qu'une accumulation de données inexplicables. Je ne savais pas si c'était une amélioration. Certaines ignorances protègent. Certaines compréhensions n'offrent que la clarté de ce qu'on ne peut plus éviter. L'intervalle avançait. Le premier site approchait. Et quelque part dans les neurones d'Horat, des coordonnées continuaient à se réciter dans une langue vieille de 60 millions d'années. Patiente et précise comme un compte à rebours dont personne n'avait encore osé calculer le terme.